Bonjour et merci de votre constante fidélité à notre espace de sensibilisation et d'information sur la vie de l'authentique panafricaniste, héros de l'indépendance, éternelle icône pour toute l'Afrique noire francophone singulièrement et le tiers-monde de façon générale. Au passage, cet espace est parrainé par Bara Bokoum, commerçant de pêche détaché Bamako. La mise en ligne est l'œuvre de l'ingénieur Boubacar Doucouré. Présentation, préparation, Camara Aboubakar. Ce 5e numéro sera axé sur les circonstances qui ont occasionné la chute du pouvoir. Nous savons tous qu'un mardi 19 novembre 1968, le lieutenant Moussa Traoré, en compagnie de 13 autres personnes, se sont accaparés du pouvoir. Mais bien avant l'entrée en scène de ces militaires, un certain nombre de facteurs plus ou moins lointains ont été déterminants pour marquer la fin de cette belle époque, notamment le sabotage délibéré des mesures mises en place dans le domaine du commerce et de l'administration de façon générale. À l'ouverture de la SOMIEX en 1964, des calomniateurs se sont servis de l'intox pour tromper dangereusement la vigilance et la sérénité de nos commerçants, de nos pêcheurs, de nos éleveurs dans leurs activités. Cette même mauvaise graine fut semée du côté des paysans par les mêmes ennemis de la nation, des faux camarades traîtres. Puisqu'il y avait beaucoup de lacunes dans le domaine du commerce, et Modibo en était conscient, donc il fallait les corriger absolument. Il a lui-même dit ce qui suit, je cite, « Tout le monde se dit commerçant, mais être commerçant exige certaines conditions. Lorsque vous êtes cultivateur, vous avez produit du mil, de l'arachide. Vous le vendez à la SOMIEX, à l'Office des céréales, vous n'êtes pas commerçant. Vous êtes producteur. Vous cédez la production à celui qui devra les commercialiser. Mais si quelqu'un achète votre mil, votre arachide, votre bétail, pour vendre cela à un autre organisme, celui-là est commerçant. Il est essentiel qu'il prenne sa patente de commerçant. Ce que nous constatons, c'est que les femmes achètent les fibres pour tisser des pailles, pour tisser des boubous. Quand elles les vendent, elles ne sont pas commerçantes. Mais lorsque les femmes se présentent par le fait qu'elles veulent des responsabilités politiques devant les magasins de la SOMIEX pour acheter des balles de tissu et les revendre à d'autres commerçants, en ce moment, elles sont commerçantes. Et obligation leur est faite de prendre une patente. Parce que là, elles font une transaction. Donc, chaque fois que l'on fait une transaction, qu'on ne cède pas à ce qu'on a produit, si on ne prend pas sa patente, on a commis une faute. Et les services fiscaux sont en droit de vous poursuivre. Ce sont donc des détails qui peuvent échapper à certains camarades. Et c'est la raison pour laquelle je mets l'accent là-dessus. D'autre part, il faudrait que, par région, par cercle, on puisse faire un recensement de ceux qui se déclarent commerçants et aussi qu'ils soient inscrits dans les registres de la Chambre de commerce, de sorte que tout individu, même s'il paierait sa patente et qu'il ne serait pas inscrit dans le registre de commerce, qu'il ne serait pas recensé dans sa circonscription, ne doit pas être considéré comme commerçant parce qu'il a la possibilité de se soustraire de nos services fiscaux. Lorsque j'étais dans la 6e région, région d'élevage par excellence, j'ai mis l'accent sur la nécessité pour mes camarades éleveurs de faire des déclarations justes de leur cheptel. Pour quelles raisons? D'abord, le gouvernement consent des efforts considérables pour acheter des vaccins. Deuxièmement, pour construire des parcs à vaccination. Et troisièmement, pour étoffer un personnel chargé de la protection de notre cheptel. Et j'ai fait comprendre à mes camarades de la 6e région que pour un Malien, qu'il n'est pas digne que les efforts consentis en leur faveur par le gouvernement soient à la charge de ceux qui ne sont pas éleveurs. Et qu'il était donc tout à fait normal qu'ils apportent leur contribution à la protection et au développement du cheptel par des déclarations justes de leur cheptel et par le paiement des taxes afférentes au bétail. Il m'est revenu que ces déclarations auraient été reprises dans le cercle de Caille, transformées à tel point que je n'arrive pas moi-même à m'y retrouver. Parce qu'on aurait raconté que j'ai invité les éleveurs à partager leur troupeau en 2 parties, l'une leur devant rester et l'autre nationalisée par l'État. Vous voyez là par conséquent une des manifestations de la mauvaise foi évidente de ceux qui ne peuvent pas se consoler de l'option de la République du Mali et qui veulent profiter de toutes les occasions pour créer une confusion. Et je profiterai de l'occasion, lorsque j'en arriverai à la conclusion, pour insister auprès des camarades responsables, où qu'ils puissent se trouver, sur la nécessité d'être extrêmement vigilants, de rechercher les sources de ces informations calomnieuses, afin que la justice puisse leur rappeler qu'en République du Mali, on ne peut pas s'attaquer impunément
à la réputation de notre parti, l'Union soudanaise RDA. Fin de citation. À ces causes s'ajoutent d'autres campagnes d'intoxication. La déloyauté de certains cadres du bureau politique de l'Union soudanaise RDA vis-à-vis de Modibo Keïta, et qui d'ailleurs a fissuré le parti pour permettre l'écroulement et la liquidation systématique de tout ce qui a été construit durant les 8 laborieuses années, offrant ainsi à cadeau toute une nation aux mains impies et diaboliques des impérialistes et des néocolonialistes. Une fois Modibo arrêté et après l'avoir écouté brièvement, ils l'envoyèrent en prison à Kidal, puis à Bamako. Et ce, durant 9 ans, c'est-à-dire de 1968 à 1977. Le pays tout entier était sous les mains du CMLN, Comité militaire de libération nationale, disait-il à cette sombre époque. Déçu, trahi, Modibo Keïta mourut le 16 mai 1977 en détention à Bamako à l'âge de 62 ans. L'annonce de son décès à Radio Mali a suscité une grande indignation populaire. Elle fut perçue comme une insulte contre la mémoire de l'illustre homme, de ses parents et de tous ses collaborateurs, car elle l'a présenté comme un banal instituteur à la retraite, mort des suites d'un néodème pulmonaire. Ses funérailles ont eu lieu à Amdalaï, suivies d'une grande agitation de foule, indignée par les circonstances de la mort de Modibo et la manière par laquelle le peuple en fut informé. Moussa Traoré, face à la colère de la foule, fut contraint de chercher à la contenir vite. Pour parvenir à ses fins, il dépêcha Tchekoro Bagayoko sur les lieux pour faire cesser les agitations. Les manifestations atteignirent un niveau à telle enseigne que Moussa lui-même fit une intervention improvisée à Radio Mali sur les causes de la mort de Modibo en vue d'apaiser les populations écœurées par ces faits inhumains et dégradants. Personne n'a cru à sa version, cousue de mensonges grotesques et d'incohérences criardes. Bref, voici comment l'étoile la plus brillante d'Afrique s'est éteinte à jamais. En outre, tout ce que nous avons entendu et appris sur Modibo et sur certains de ses dignes et intègres compagnons, nous ne l'avons pas appris dans un livre, encore moins de la bouche d'une tierce personne, mais plutôt de sa propre personne à travers sa voix authentique, enthousiaste et convaincante, qui résonne gaiement depuis bientôt un demi-siècle après sa mort. Mieux, si nous avons entendu quoi que ce soit de sa propre bouche, ceci est nettement digne de foi comme une sainte écriture. En outre, depuis que nous avons volontairement choisi de suivre son idéologie jusqu'à ce jour, nous n'avons point remarqué un seul iota de ses propos qui puisse être qualifié de faux. Jamais. Le parti orphelin, l'Union soudanaise RDA, doit tout son prestige, toute sa gloire et toute son opiniâtreté légendaire à ce grand homme. Là où il devait marcher à pied pour la mobilisation politique, il l'a fait sans se plaindre. Là où il devrait être à dos d'âne ou à charrette, il le fit très patiemment, conscient de la noblesse historique de sa mission. Là où il devrait être à vélo, il le fit sans tenir compte des très longues pistes rurales parsemées de ravins. Tout cela sans salaire ni prime, parce qu'il avait pris une disponibilité de 4 ans pour se consacrer entièrement à ses activités politiques en vue de la libération totale et inconditionnelle de notre pays du colonialisme français. Mamadou Konaté et Flidabo Sissoko n'ont pas démérité non plus pour l'organisation du congrès du RDA à Bamako. La notoriété de l'Union soudanaise RDA et ses succès éclatants au Mali et ailleurs sont indéniablement l'œuvre de notre père Modibo Keïta. Un mémorial porte désormais son nom pour le perpétuer dans nos esprits. Son inauguration fut faite le 6 juin 1999 en présence de nos autorités nationales et de l'épouse de Modibo, Mariam Traoré, qui l'a joyeusement accompagné dans tout son parcours politique et qui malheureusement s'est éteinte en 2014 à l'âge de 94 ans. En février 2016, pour honorer toujours sa mémoire, l'aéroport Bamako-Sénou a été baptisé Aéroport international Modibo Keïta. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est que son combat constant fut la réalisation de l'unité africaine et la décolonisation des esprits. Il marcha nettement sur les sentiers de la vérité et de la justice. Le tiers-monde était au centre de ses préoccupations. Il a partagé ses idéaux progressistes avec beaucoup de nationalistes africains et asiatiques, notamment Gamal Abdel Nasser de l'Égypte, Kwame Nkrumah du Ghana, Ahmed Ben Bella de l'Algérie, Ahmed Sékou Touré de la Guinée-Conakry, sans oublier Nehru de l'Inde. Voilà, c'est ce qui met fin à cette série d'informations et de sensibilisation sur la vie de Modibo Keïta que j'ai eu l'honneur et le privilège de vous présenter.
avec la complicité technique de Boubacar Doucouré, l'ingénieur, et de Bara Bokoum, notre parrain. Préparation et présentation à Boubacar Kamara. À très bientôt sur un autre cap.